Salut, bonsoir et bienvenue dans vos traditionnels Peucalistes du lundi soir. La finale est en train de se dessiner gentiment, en tout cas du côté de Berne-Davos, on va en parler. C'est un petit peu plus serré du côté de Zurich-Genève. Bien sûr, on va parler des demi-finales dans cette rencontre, mais on va également faire le bilan et parler un petit peu d'avenir avec les deux clubs valdo-fribourgeois, avec Fribourg-Gotteron et avec notre invité Christian Dubé, nouveau directeur sportif de Fribourg-Gotteron. Bienvenue sur ce plateau, Christian. Merci beaucoup. Et avec nous également Yann Aston, ancien directeur sportif du Lausanne Hockey Club. Bienvenue Yann sur ce plateau. Merci. Et puis la présence cette semaine de Stéphane Rochette. Alors Stéphane Rochette qui n'était pas là la semaine dernière. Et d'ailleurs ça nous a valu des commentaires sur Twitter. Regardez Stefano Bottinelli qui nous dit « Rochette absent des Peucalistes, donc je zappe ». Non Stefano, restez, il est avec nous cette semaine. Il est avec nous Stéphane. Et c'est-à-dire il y a également des commentaires positifs par rapport à l'émission de la semaine passée. Regardez Christian qui nous dit « Je me répète, mais c'est toujours un plaisir cette émission ». Avec ce plateau et puis excellente émission de Catherine, donc comme chaque lundi. Donc merci de nous suivre toujours fidèlement pour les Peucalistes. On parle donc, pour commencer cette émission, des demi-finales du championnat qui se déroule actuellement et on regarde le tableau avec Zurich-Genève tout d'abord. Genève qui mène dans la série 2-1 contre Zurich et Genève qui s'est imposé à 2 reprises donc, dans cette série. Et puis eh bien, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie, de première partie, si vous voyez ce que je veux dire. Davos donc qui mène 3-0 contre le CP Berne. C'est peut-être déjà la première grosse surprise de ces demi-finales. On commence par Genève-Zurich. Tiens, votre impression tout d'abord à vous, Yann, vous qui avez joué pendant de nombreuses années à Zurich. Zurich qui est mené par Genève, ça vous surprend? Non, parce que je trouve aujourd'hui la qualité du jeu présenté est excellente. Donc, encore une fois, on connaît la qualité de la Ligue également qui est très compressée. Donc, tout le monde peut battre tout le monde. Et puis, je crois que Genève a eu peut-être un brin de fortune avec le match où est-ce qu'ils ont shooté d'un peu de n'importe où. Et puis, je crois qu'en play-off, on sait que les prestations des gardiens font la différence. Ouais. Et votre avis aussi, Christian, par rapport à cette, pour l'instant, Genève qui mène? Oui, mais la ligne en play-off est très mince entre une victoire et une défaite. Donc, deux excellentes équipes. Et puis, je pense que rien n'est joué. Zurich sont capables de gagner sur la route autant que Genève le fait. Donc, tout reste à jouer. Est-ce que Genève est plutôt bien payé avec ce 2-1 dans la série? Moi, j'ai ce sentiment-là. Je trouve que le deuxième match à Genève, il y a eu beaucoup de réussite. On marque de loin. Le puck avait des yeux, hein, carrément. On a vu aussi Agostini qui marquait un but, un shoot au but qui est délié directement sur la canne, tout shoot sur réception. Donc, les étoiles étaient alignées pour Genève ce soir-là. Tant mieux, ça arrive. Mais sur une série de 7 matchs, ça finit par te rattraper. Et le dernier match, samedi, ils ont gagné, mais la physionomie du match, j'ai trouvé Zurich a été assez dominant par moment. J'ai pas trouvé Genève flamboyant, pas joué un mauvais match. Mayer a été assez bon quand même, il a fait des bons arrêts, il a bien rebondi sincèrement. Il était chanceux 2-3 fois, on a vu Shannon à la fin qui chope la barre. Je pense qu'on va aller plus loin dans la série. Je pense pas que Zurich est mort du tout, parce que je pense que Genève a été assez bien payé jusqu'à maintenant. La loi de la moyenne, la fameuse loi de la moyenne, ça finit par te rattraper. Alors on va analyser, si vous êtes d'accord, un petit peu ce qui s'est passé dans les 3 actes. D'abord on va commencer par l'acte numéro 1 et ce tweet, ou plutôt ces tweets que nous avons envoyés. Est-il possible l'ES Ducret, est-il possible d'analyser la faute qui a provoqué le penalty de Shannon sur D'Agostini? Puis la même question, Sébastien Ducret. Il y a slashing pour Ducrest, mais a-t-il provoqué l'échec de l'attaquant? Alors on va revoir ce qui s'est donc passé. On joue la 39e minute et on va voir que non, ça c'est la conséquence par contre, c'est le penalty. C'est pour dire que D'Agostini va mettre le 2-1 en faveur de Genève Servette. Ça c'est la conséquence. Mais la faute, on va la voir sur notre tablette, justement, c'est une faute de Shannon qui a sur D'Agostini. Et pour vous, elle est loin d'être évidente, hein, cette faute. Pour moi, il n'y a pas de faute du tout. Il n'y a même pas 2 minutes. S'il y a un 2 minutes, c'est après, dans le coin. Mais regardez, c'est un coup de canne. Oui, il y a un coup de canne sur la cuissette, mais il y a toujours un coup de canne dans ces moments-là. Ça n'a aucune influence sur le maniement de canne, sur la chance de marquer. Ça ne déséquilibre pas l'attaquant. Pour moi, il n'y a strictement rien. C'est même pas 2 minutes. Regardez bien. Regarde, il fait son mouvement. Il n'est pas déséquilibré. Il n'est pas gêné. La canne n'est même pas là. Là, il a sa chance de marquer. Puis là, le petit coup de canne arrive. Et là, il tombe parce que la canne reste prise dans la protection. Regardez. Ouais. Voilà. Donc, ça n'a aucune influence sur le jeu. Et là, à ce moment-là, il est déséquilibré. Mais c'est après le jeu. Donc, s'il y a une faute, c'est après et c'est 2 minutes et pas pénalty. Mais moi, je pense qu'il n'y a même pas de faute parce que D'Agostini, on a rajouté dans le coin, etc. Yann, votre avis? On ne contredit pas l'arbitre qui est sur le plateau, ça c'est certain. Mais là, il contredit l'arbitre qui lui avait donné pénalty. Non, moi je suis d'accord avec l'argument de Stéphane. Je crois que
il n'y avait pas matière à pénalty. Par contre, il a mis un très, très joli pénalty, puis qui a donné des ailes au Genève Servette. Ça, c'est clair. Ouais. Cela dit, c'est vrai, ce genre de petits coups comme ça, quand on est attaquant, Christian, on hésite à les donner justement pour éviter ce genre de choses, éviter le pénalty? Ben, oui, ça dépend des situations. Des fois, il faut que tu le donnes pour si vraiment tu vois que le gardien est battu. Par contre, dans cette situation-là, je pense qu'il n'y avait pas à le donner, mais même à ça, il n'y a pas de pénalité non plus là-dessus. Donc, c'est clair pour nous qu'il n'y a aucune faute. Donc, l'arbitre s'est trompé, en tout cas d'après nos spécialistes, il n'y a pas de pénalité. Ce qui est arrivé, c'est que la faute est arrivée de l'autre côté. L'arbitre, si vous regardez sur la séquence depuis le haut, l'arbitre est sur la ligne des buts au moment que ça se passe, et puis l'action est de l'autre côté. Donc, il n'était pas en très bonne position, puis il n'était pas en mesure de juger parce qu'il était caché par le gardien et le but. Et si vous regardez la séquence depuis le haut, il lève le bras un petit peu tard. Vous avez vu comme Stéphane, il défend sa corporation quand même. Hein? Non, quand même, juste pour essayer de trouver une explication. J'explique parce que j'ai vécu ce genre de situation, donc je sais à peu près ce que c'est. Par contre, il y a une autre explication qu'il va falloir nous donner, c'est sur les 2 minutes de Robert Meyer dans cette rencontre. Il a reçu 2 minutes après 41 minutes 57. On va revoir ça, l'action. Et surtout, ce 2 minutes va entraîner l'égalisation de Zurich. Donc, on est toujours dans cet acte numéro 2. Non, si on ne la voit pas, c'est pas grave. Là, pour vous, il n'y a pas forcément obstruction. Si on regarde directement notre palette, l'arbitre a sifflé une obstruction qui entraîne donc à 2 minutes. Pour vous, il n'y a pas obstruction? Non, pour moi, donc Meyer est porteur du puck. Il protège le puck. Donc là, ça a eu l'air d'une faute parce que c'est le gardien. Mais s'il y a un défenseur qui a le puck, qui voit le train arriver, qui voit le forechecker, il se tourne pour protéger son puck. Pour moi, il n'y a pas d'obstruction. Je comprends pas. Ce qui a rendu ça spectaculaire, c'est le fait que c'est le gardien. Mais Meyer a le puck, il ne veut pas se le faire voler, il fait juste protéger le puck avec son corps, et puis l'autre lui fonce dedans, tombe. Pour moi, il n'y a rien. C'est un geste, c'est un deux. Ce qui peut être un peu mêlant, c'est que c'est le gardien. Et puis, on sait qu'un attaquant qui touche le gardien, on est toujours plus sévère comme arbitre. Donc là, on se dit que le gardien utilise son corps pour protéger un puck, mais réglementairement parlant, il n'y a pas de faute. Donc, il n'y a pas de faute pour vous. Cela dit, ça pose une autre question par rapport à Robert Meyer. On l'a vu lors de ce match. Il a tendance des fois à sortir un petit peu derrière la cage et des fois, c'est un petit peu dangereux, on a un petit peu des frissons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Yann, quand il sort, quand il va essayer d'arrêter le puck derrière la cage. Non, je pense que ce n'est pas plus qu'un autre. Je pense qu'aujourd'hui, les gardiens sont très actifs avec le puck. Déjà, on se réjouit si on peut avoir un gardien de la sorte. Donc, c'est clair, c'est un avantage. Il devient un troisième défenseur. Mais par contre, c'est clair que de l'autre côté, il y a des risques qui viennent avec. Et puis, bien entendu, on n'est jamais à l'abri d'avoir un puck qui nous échappe pour un gardien. Puis, des fois, il y a des conséquences qui sont graves. Donc, pas de frissons. Vous, ça vous fait pas des frissons? Moi, je trouve qu'en arrière, il est très risqué à l'entour de sa canne. Je sais que Sébastien Beaulieu insiste beaucoup, enseigne à ses jeunes gardiens de devenir un troisième défenseur ou un sixième joueur sur la glace, de faire une relance. Et puis, je trouve que Meyer, c'est une aventure chaque fois. Donc, un peu comme Abicher l'était, etc. Il y a des gardiens comme ça, tu dis, oups, quand ils sortent de leur... Tu dis, qu'est-ce qui va arriver avec sa canne? Il a essayé un flip pass sur le back-end l'autre soir, le match de jeudi soir à Genève. Là, il était un peu coincé, il n'y avait pas de solution. Un flip pass sur le back-end avec une canne de gardien, ça a donné une chance de marquer. Donc, moi, je trouve que ça a l'air de toujours très compliqué. Peut-être qu'il en manque de confiance aussi un petit peu à ce niveau-là. Alors, le premier match donc, a été remporté, on l'a dit, par Zurich. Non, on ne l'avait pas dit, mais on le dit, il a été remporté par Zurich 5-2. Le deuxième match va être remporté par Genève Servette. On joue au Vernet. Et il y a ce but qui arrive à la 11e minute. On va le revoir, ce but donc, pour Genève Servette qui vient un petit peu de nulle part. Même si à Genève Servette, on a un petit peu l'habitude de voir ce genre de but. Regardez le tir de Romain Lefebvre qui va battre Lucas Flueller. Alors là, si on analyse, ce qu'on constate, c'est que voilà, il y a un petit rebond qui va piéger en fait Lucas Flueller. Oui, donc il tire de loin à l'habitude de Genève. Et le puck, si on le voit depuis l'angle, depuis derrière, vous allez voir, le puck fait un saut. C'est une tombante, en fait. Là, il est dans les airs, il touche la glace au pied du défenseur, puis il remonte au-dessus de la jambière de Flueller. Parce que regardez, le puck est sur la glace, puis il passe au-dessus de la jambière. Donc, il fait un bon capricieux, comme on appelle. Donc, il y a des joueurs qui arrivent à faire ça de loin, à donner une trajectoire tombante. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu faire, mais c'est la deuxième fois cette année que Genève marque de cette façon-là contre Flueller. Au mois de novembre, il y a Vukovic qui avait marqué un but exactement pareil. Le puck avait fait un bon capricieux, donc pas de chance pour Flueller, mais à cette distance-là, qu'on est d'accord que le gardien doit quand même l'arrêter. Bon capricieux au pas. Puis on a vu au match suivant, on a vu Flueller samedi, il a changé complètement sa technique sur les tirs de loin. Il va complètement avec son corps derrière au lieu de le jouer en papillon de loin. Ça Christian, c'est travaillé à l'entraînement, ce genre de tir lointain? Vous le travaillez, ça, à l'entraînement? Non. Non? Mais Genève, oui. Genève, on sait que ça fait des années qu'ils pratiquent ça. John Gobi, dans le temps, était un spécialiste aussi quand il était à Genève. Donc, ils le font sur le power play aussi. Écoutez, il met de la pression sur l'équipe adverse. Tu donnes un mauvais rebond, les attaquants arrivent comme des fusées au goal et puis ça met de la pression pour tout le monde. Donc,
intelligent de leur part. Du coup, Gobi a l'autorisation de faire ça à Lausanne? C'est pas le même système, disons. C'est ça, oui. Non, c'est clair que, ouais, comme Christian le mentionne, c'est une tactique de jeu qui est payante, en l'occurrence, pour Genève, donc ça fonctionne. On va revenir sur un autre fait de match qui se passe dans cet acte numéro 2. Alors, on va se remettre dans le contexte. Genève Servette vient de marquer le deuxième but et regardez ce qui va se passer. On va voir que, eh bien, Marc Crawford va sortir Lucas Fuller. Il vient d'engager le deuxième but par D'Agostini. On joue depuis 11 minutes. Il va sortir Marc Crawford, remplacé par Urban Linebacher. Mais ce qui va se passer, eh bien, c'est que Linebacher va s'installer dans les buts et même pas 20 secondes, 19 secondes très précisément après, regardez Goran Benzina qui va tenter un tir de loin et hop, il bat Linebacher. Du coup, c'est 3-0 pour Genève Servette. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on remet Flueller, 20 secondes, hein, même pas 19 secondes, on remet Flueller dans les buts. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Stéphane? Moi, je pense que le coach, il voulait obtenir un temps mort sans prendre son temps mort. Donc, souvent, pour casser le rythme, tu changes ton gardien, le temps que le gardien mette son masque, la pince, le gant, etc., on perd un petit peu de temps. Ça permet au coach de parler à son équipe. Donc, il s'est dit, je fais un changement de gardien. Moi, je pense qu'il avait l'intention de remettre Flueller. C'est simplement pour avoir un temps mort gratuit. Larry Uras était le spécialiste pour ça. Il m'a fait ça une dizaine de fois dans ma carrière quand j'ai arbitré où je changeais son gardien. Larry faisait ça, etc. Puis à chaque fois, on était obligé d'avertir, bon, tu ne me refais pas ça, sinon c'est moi qui t'impose le temps mort. Et il avait de toute façon l'intention de... Et puis là, il a joué avec le feu. C'est un risque d'envoyer un gardien froid, toujours. Et puis là, il s'est fait prendre un petit peu parce que le gardien n'était pas forcément prêt. Mais est-ce qu'on est d'accord aussi pour dire que le puck avait des yeux? Benzina, il y a un puck sautillant qui était pas plat sur la glace, tire sur réception, il finit pleine lucarne, il a été surpris lui-même. Donc, c'était un soir aussi où, pour Genève, le puck avait des yeux. Quand on est joueur, là, ça perturbe un petit peu cette histoire de changement de gardien, non? Bien, comme il l'a dit, Stéphane, Larry, c'est un spécialiste. La dernière fois qu'on a été champion à Berne, il l'a fait plusieurs fois. Et il sortait Marco, il disait, écoute, Marco, reprends tes esprits 1 minute, 2 minutes, puis je te remets dedans. Là, c'est un coup de malchance. Ils se prennent un goal tout de suite quand il change Lucas Fuller. Donc, mais c'est rien de nouveau. On a déjà vu ça avant. Bon, puis on va quand même voir aussi le but en prolongation, le but du 3e match qui permet donc à Genève de mener 2-1 dans la série. Genève qui s'impose 2-1 au Allianz Stadium, donc avec ce but qui a été marqué par Alexandre Picard avec D'Agostini qui lui fait la passe. On va analyser ça rapidement avec vous, Stéphane, ce but. Ben, il y a un beau travail de l'ailier, déjà le long de la bande, si on recule. Là, regardez le forechecker de Genève qui réussit à bloquer le défenseur, en fait, pour laisser passer le puck. Il sait que D'Agostini est derrière. Il permet à D'Agostini de récupérer ce puck. Et là, il y a un tir à la cage. Il n'y a pas de danger, vraiment. Picard vient de loin. Il y a deux joueurs de Zurich qui étaient sur le back-check. Mais là, c'est Bergeron qui ne fait pas son job. Bergeron, il s'est concentré sur le puck au lieu de se concentrer sur l'homme qui devait s'occuper, en fait. Si vous regardez depuis tout en haut, vous allez voir, Bergeron, il doit se retourner la tête. Là. Bergeron, il est là. Ça ne sert à rien de se concentrer. Bergeron, il ne doit pas s'occuper du shoot. Il y a 2 joueurs de Zurich là au milieu. Il doit couvrir le gars qui vient derrière pour le rebond, qui est Picard. Et puis là, il est battu parce que le rebond est plus vite que lui. Et voilà. Comment est-ce que vous voyez la suite de cette série? Est-ce que Genève peut passer, selon vous, Christian, face à Zurich? Ben oui, c'est sûr. Genève, c'est une bonne équipe. C'est une équipe... ils ont des joueurs pour les playoffs. Ils ont des gros gabarits, des gars qui sont intenses. Donc, écoute, ils mènent 2-1 dans la série. Il n'y a rien de fait. Par contre, c'est sûr qu'ils sont en bonne position. Bon, Zurich qui a l'habitude d'être un petit peu malmenés. Ils ont été malmenés par Bienne lors des quarts de finale. Ils peuvent s'en sortir pour vous, Yann? Oui, je crois qu'il peut s'en sortir, mais c'est vrai que Genève joue du bon hockey présentement. La dernière action sur le dernier but, c'est des choses qu'on enseigne aux joueurs, qu'on veut que ça se passe, qu'on mette le puck au but, qu'on a le rebond. Bergeron s'est fait piéger sur le rebond, c'est ce qui a donné la chance de Picard de gagner la victoire. Mais c'est 2 bonnes équipes de hockey. Je crois que ça va être une série qui va être très longue. Il va y avoir des rebondissements encore une fois. Et puis, c'est bien pour le hockey suisse. Et ça va être passionnant. On s'attend